pouvoir commencer donc à l'heure dite 18h30 ce conseil municipal. J'ai donc passé la parole à Francine Ferron qui va nous faire l'appel. Bonjour à tous. Gilles Le Proust, Catherine Boucher, Youssef Benhamar, absent, donne son pouvoir à Gilles Le Proust. Claudine Lebatteux, Cyril Guilbeault, Ursun Embodge, Alexis Bro, Maud Fauquemberg, Mostafa Nafa, Alexandra Coquille donne pouvoir à Catherine Boucher. Lamar Nourdine, absent, donne pouvoir à Frédéric David. Rémi Canoua Diabanza. Francine Ferron, je suis là. Frédéric David. Céline Emam Dessam. Véronique Tessier donne pouvoir à Sylvie Morin jusqu'à 19h. Jean-Claude Guillois. Audrey Joannick. Arsoun Mabungu donne pouvoir à Vivien Malanda. Morin Sylvie. Freddy Kilua. Camille Dupuis. Vivien Malanda. Anne Camus-Grimard. Sandra A. Georges. D'accord. Donc donne pouvoir à Ursun Embodge à partir de 20h. Je le marque. Thomas Vincent. Gaëtan Cordelet. Rosa Maria Frélon donne pouvoir à Monsieur Hernandez. Pierre-Adrien Frère. Sandrine Anderlé donne pouvoir à Pierre-Adrien Frère. Jean-Pierre Hernandez. Brigitte Géda donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Et Claude Chevalier, absente. Voilà. Merci Francine. Donc nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal. Donc la première délibération concerne un vœu lié à la situation budgétaire 2025 annoncée par l'État. Je sais qu'en commission des finances, cette question a été discutée, échangée. Vous recevez d'ailleurs les différentes publications de l'Association des maires de France, de l'Association des maires de villes et banlieues également. Vous avez peut-être vu aussi dans la presse le congrès des maires à Maillé, congrès des maires sartois à Maillé. D'ailleurs, sur table, vous avez la déclaration qui a été lue par le président de l'Association des maires adjoints de la Sarthe, Emmanuel Franco, le maire d'Étival-les-Le Mans, entouré de l'ensemble des membres du comité directeur de l'AMF Sarthe, avec toutes les sensibilités de politique qu'il y a dans ce département, bien sûr à l'exception du RN. La situation est très préoccupante. L'AMF a chiffré la perte de pouvoir d'achat des collectivités, directes ou indirectes, à environ 11 milliards d'euros. C'est d'autant plus exagéré, inacceptable, que la part des collectivités dans l'endettement du pays est à la baisse ces dernières années et quand même relativement est très limitée. Il y a une raison d'ailleurs, c'est qu'on doit rappeler chaque fois, y compris les débats avec les citoyens, qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, de la région aux communes, en passant par les départements et les intercommunalités, nous avons, et c'est heureux, l'exigence d'équilibrer nos budgets. Ce qui est loin d'être le cas, le moins qu'on puisse dire, au niveau de l'État. Et nous montrer du doigt, comme le fait le gouvernement en essayant de faire croire que s'il y a endettement de la France et aggravation de l'endettement, c'est de la faute des collectivités, les élus, quelles que soient les collectivités, ont vu rouge, parce que c'est très loin, comme je viens de le dire, de la réalité. Il faut l'avoir toujours en tête également qu'il y a endettement et endettement. Quand une collectivité emprunte pour construire une école, pour construire un équipement sportif, pour construire un équipement culturel, c'est de l'investissement et de l'endettement utile aux habitants. Et que donc nous avons la volonté de poursuivre. Mais lorsque le gouvernement annonce, par exemple, dans le budget 2025, qu'il va baisser d'1,5 milliard le fonds vert, c'est une catastrophe.
avant tout environnementale, parce que qui dit fonds vert, c'était compris pour accompagner les collectivités, pour permettre de mettre un certain nombre de bâtiments en conformité. C'est aussi un coup dur porté aux usagers, aux associations, qui ne pourront pas voir dans nombre de communes la rénovation d'équipements qui en ont largement besoin. Et puis c'est aussi des conséquences assez terribles par rapport à l'emploi. Déjà que ce secteur, le BTP notamment, est particulièrement impacté par les politiques du logement menées ces dernières années par le gouvernement. On a une crise du logement qu'on n'a pas connue depuis 1-2 décennies. Aujourd'hui, il sort très très peu de logements, à la fois social, mais y compris de promoteurs. Les projets sont reportés. On l'a vu, nous, par exemple, avec l'ILOA, où il y a eu un an de report, pas par une volonté des élus, du bailleur social, mais parce que, avec l'augmentation des prix, les enveloppes dépassaient 35%, le prix qui avait été estimé. Vous comprenez bien que les élus, nous, justement, on essaie d'être responsables et pas de pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Et donc, dans ce cadre-là, ce que je vous propose, c'est que le conseil municipal, à partir de... J'ai pas lu la délibération, mais vous me connaissez par cœur. Je te dis un peu ce qu'il y avait dedans, et vous l'avez reçu d'ailleurs. C'est d'interpeller l'ensemble des députés et des sénateurs, parce que vous avez vu, il y a eu la première phase du débat parlementaire. Là, ça passe au Sénat. Tout ça va certainement se terminer par un 49.3, comme on s'est habitué. Et donc, les mesures qui ont été dans la loi initiale, la loi de finances initiale, vont se retrouver dans la loi de finances qui sera votée, qui passera certainement par un 49.3, et donc avec toutes les conséquences comme je viens d'évoquer. Donc je vous propose donc ce vœu pour interpeller l'Assemblée nationale et le Sénat à refuser ces coupes sombres, et nous appelons également à un dialogue respectueux entre l'État et les communes, parce que quand on écoute... Moi j'avais pris le temps d'écouter le Premier ministre dans son intervention de politique générale à l'Assemblée nationale, où il a pas eu de mots plus... Il a eu plein de mots sympathiques pour les collectivités, et puis quelques jours après, projet de loi de finances, on tape durement à la caisse. Et avec un élément qui est donné aussi dans ce vœu, c'est que j'ai beaucoup parlé d'investissement, mais c'est aussi l'impact sur le fonctionnement. C'est que ça va... Vous voyez, je vais prendre un exemple. Notre projet de faire une crèche sur Allonne, qui est toujours actif, c'est 20 emplois à peu près une crèche, avec les berceaux le nombre de berceaux que nous voulons faire. Il y a une vraie épée de Damoclès. Allons-nous continuer à avoir les moyens pour pouvoir, au-delà de construire, d'investir, mais après de faire fonctionner? Parce que c'est ça qui est important. Et là, on ne mettra pas des ordinateurs pour remplacer les puéricultrices, ou les personnels de la petite enfance. C'est des femmes et des hommes qui doivent être là, mais comme ça se passe dans l'ensemble de nos services publics. Et puis quand même, ce gouvernement, ce président de la République, enfin pas ce gouvernement, c'était pas lui qui était en place à l'époque, mais ce président de la République qui a eu plein de jolis mots sympathiques pour les communes et les fonctionnaires territoriaux au cours de la Covid, il a la mémoire courte, parce que 3 ans après... pas vu, pas pris, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça, dans ce cadre qu'on vous propose de voter ce vœu qui vous a donc été remis il y a une semaine. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cordelet? Oui, bonsoir à tous. Oui, très rapidement, ça a été fait. On a effectivement parlé en commission des finances. Donc nous, on souscrit évidemment à ce vœu. On peut évidemment regretter qu'il n'y ait pas eu de dialogue en amont entre le gouvernement et les différentes collectivités. On est tous conscients que de toute façon, compte tenu de la situation budgétaire du pays, on va nécessairement devoir... faire très très attention à l'ensemble de nos dépenses, et notamment l'État, dans les années à venir. Et bon, aujourd'hui, le problème de tout, de ce PLF, en fait, c'est qu'il a été décidé, on a l'impression, sur un coin de table en quelques heures, alors que, évidemment, c'est le genre de choses qui, normalement, doit être réfléchi, et en tout cas, où il doit y avoir du temps pour de la concertation, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas. Maintenant, quand on a un gouvernement qui a été nommé fin août ou mi-août, je crois, juste au moment des Jeux Olympiques, à la fin, qui a mis du temps à se constituer, très sincèrement, il ne pouvait pas en être autrement. Et vous parlez du 49.3, il ne pourra pas non plus en être autrement, surtout compte tenu de l'Assemblée nationale qui n'a jamais été aussi morcelée. Bon,
Voilà, mais en tout cas, nous, on souscrit évidemment à ce vœu. Les collectivités, je pense, sont conscientes qu'elles vont devoir prendre leur part de responsabilité dans les économies qui doivent devoir être faites. Mais en tout cas, je pense que le minimum, c'est au moins qu'elles soient consultées pour mettre en place tout cela. Voilà. Merci. Je passe la parole à Alexis Brault. Ouais, juste un petit ajout, parce que quand on parle du budget, alors il y a un déficit, on a besoin de plein d'argent, et vu qu'il y a besoin de plein d'argent, il faut enlever de l'argent quelque part. Et effectivement, ça apparaît assez naturel. Un budget, c'est des dépenses et c'est aussi des recettes. Et toutes les études budgétaires montrent que le besoin de financement de l'État, ce qui manque à l'État, ça vient de moindres recettes. Ça ne vient pas de surdépenses. Et ça n'a pas été décidé sur un coin de table, ce budget. Ça a été décidé en conscience, en choisissant de continuer à exonérer un grand nombre d'entreprises de charges sociales et fiscales sans qu'à aucun moment il ait été évalué l'efficacité de cette politique-ci. Et c'est pour ça. Donc, moi, je ne veux pas souscrire automatiquement à l'idée qu'après tout, les communes, elles payent une partie de quelque chose que tout le monde doit payer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus simple, il y a des choix politiques qui ont été faits, des choix politiques d'exonération de charges pour les entreprises sans aucune contrepartie. On voit avec Auchan et Michelin, ces entreprises ont reçu des dizaines de millions, des centaines de millions. Elles licencient quand même, mais à aucun moment on dit c'est la vie. Non, c'est pas la vie, parce qu'en fait, ces centaines de millions qu'on a filés aux actionnaires de Michelin et de Auchan et qui ont été distribués et qui font que malgré tout, il y aura des pertes d'emplois, ce sont l'argent de notre crèche d'Alonne. Il est là, l'argent qui manque. Et donc, voilà, donc je trouve que c'est un peu trop facile, et bon, évidemment, je souscris complètement à ce courrier, mais de dire, après tout, il faut qu'on prenne notre part. C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des gens qui ont volontairement été épargnés de prendre leur part, et ça me semble être un problème politique majeur. Merci Alexis, je partage complètement ton intervention. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce projet de vœu? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Avant de passer à l'ADM, je vous ferai une proposition par rapport à ce vœu, et notamment dans la perspective que nous avons depuis maintenant 3 ans, nous faisons une réunion publique en décembre et puis une autre en mars pour préparer le budget. Donc là, ça sera le 6 décembre, la réunion. On a un enjeu, et Alexis le dit d'ailleurs, un enjeu d'éducation populaire sur la question budgétaire. Vous savez, quand une majorité de familles sur Alonne gagnent pas très cher, quand on parle de milliards, même quand j'ai parlé d'11 milliards de prélèvements de l'État sur les collectivités, ça doit paraître complètement abscon pour un grand nombre. Parce que c'est, même nous parfois, quand on voit les zéros, les milliards, on se dit oh là là. Et 4 décembre, excusez-moi, c'est le 4 décembre. Et donc voilà, je vous fais une proposition pour faire un travail de pédagogie. Je vous propose qu'en reprenant le libellé du vœu pour la défense de nos services publics locaux et pour répondre aux besoins des habitants, nous vous invitons à participer à la réunion, du 4 décembre, je vais y arriver, et de le mettre sur un calicot sur la mairie pour permettre justement d'informer, de sensibiliser et puis de faire que le plus possible d'habitants et de responsables associatifs puissent venir. Parce que ça va être terrible. Comme toutes les collectivités vont serrer les robinets, ça va être terrible pour le mouvement associatif. Et vous savez bien, nous savons bien tous ensemble, que les associations sont le poumon de nos collectivités, avec le service public local, qui lui aussi, quand je vois, et j'ai reçu une interpellation du syndicat de CGT de Alonne, mais qui reprend une démarche nationale, qui interpelle, parce que là encore, on voit bien que les personnels sont dans la ligne de mire, comme s'il y en avait trop. Et quand j'entends aujourd'hui, alors là ça m'a fait bondir, parce qu'en plus j'étais un fonctionnaire territorial dans ma carrière, le ministre de la fonction publique, Guillaume Casberian, qui félicite Elon Musk, nommé par Donald Trump pour démanteler la bureaucratie, et qui dit, je cite, « J'ai hâte de partager avec vous les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de bureaucratie », a commenté le ministre sur X.
Alors déjà, commenter sur X, je pourrais faire un peu plus. Il paraît à l'Assemblée nationale et le Sénat d'ailleurs. Mais vous voyez, voilà, donc la chose est quand même assez sérieuse. Donc voilà, je vous fais la proposition, si vous êtes d'accord, que pour préparer la réunion du 4 décembre, j'y arrivé, on reprend le titre du vœu et on invite à venir à la réunion publique que nous faisons. Maintenant, c'est la 3e année que nous la faisons. Ça roule ? Pas de problème ? D'accord ? Je vous en remercie. Alors, je vais vous présenter l'ADEME. Certains peuvent dire, mais c'est Youssef qui est à la Commission des Finances. Donc, Youssef a été, vendredi dernier, invité, comme on dit souvent à l'arrache, sur un festival à l'étranger d'ailleurs, puisque vous savez qu'on a l'infime bonheur d'avoir un adjoint à politique de la ville, sport et finances, qui est aussi un artiste. Donc, on peut s'en féliciter. Et donc, je remplace donc sur la Commission des Finances Youssef. Alors, Commission des Finances, je rappelle qu'elle a été vue... décision modificative, excusez-moi, qui a été vue en Commission des Finances, qui est une petite décision modificative, même s'il y a une ligne importante, au vu, je rappelle, des 18 millions de budget de notre collectivité. Il faut toujours relativiser. Donc, bon, il y a un certain nombre d'acquisitions, des fibrillateurs, mise en conformité. On a demandé puisqu'on avait le buste d'Yvon Luby avait été volé. Donc on a vu avec le sculpteur, le plasticien Rémi Le Guillerme, pour qu'on puisse le remettre en place. On a aussi un certain nombre de crédits complémentaires par rapport aux travaux, par rapport à l'espace social de restauration, parce que bah oui, il y a parfois de l'usure, et donc faut que tout ça soit dans les taquets. Idem pour acheter un certain nombre de matériel de bureau ergonomique. Ça c'est suite à des visites de santé. On a aussi un complément de crédit sur l'aménagement des cabinets médicaux au rez-de-chaussée. Pierre Thérouanne avait fait au dernier conseil municipal. Vous savez que de toute façon, cette somme, on l'a intégrée, enfin ces sommes, on les a intégrées dans le prix de loyer qui va être fait aux médecins. Et puis, alors, il y a la fresque, on le verra il y a une DUI pour remettre sur la Chile Souchard, sur le nouveau nom de l'ex-gymnase Victor Hugo. Et puis, la plus grosse opération, c'est versement d'une participation financière à Sarthe Habitat suite à la construction de la résidence autonomie, ILOA. Je rappelle que la première pierre sera posée le 29 novembre, en présence de la directrice générale de l'ANRU. Donc, c'est une volonté forte de la ville d'accompagner à hauteur de 2,4 millions, mais il y a aussi une délibération, pour permettre que ça pèse moins après sur les futurs résidents de cette résidence senior et sur le budget du CCAS. Donc on avait donc vu, donc ça c'est acté, une décision qui a été vue et préparée ensemble, y compris dans les différentes commissions. Donc voilà, en investissement, d'ailleurs j'ai commencé par ça. Après en fonctionnement, là aussi une série de petites, oui, des petites, parce que quand on a une subvention de 1 000 euros par rapport à un budget de 18 millions, vous comprenez bien que c'est une petite subvention d'ajustement en fin d'année. Sur la navette à Laousset, qui est un grand succès cette année. On fait un coup de pouce, puisque ce week-end, nous avons, et ça a commencé cet après-midi, avec la course des collégiens, la 60e édition du Cross International Le Mans-Libre Allonne-Sarthe. Donc on propose, vous voyez, une subvention exceptionnelle. Pareil, on a eu le régional de pétanque qui a accueilli près de 1000 pétanqueurs de tout le Grand Ouest, où on accompagne, mais ça c'est ce qu'on fait traditionnellement. Il y aura également un accompagnement pour un stage national d'aïkido, la subvention variable de la JSA Omnisport, et aussi une subvention pour, comme on le fait traditionnellement pour les anniversaires, des 60 ans de la JSA Hand. Voilà un petit peu. Il y a aussi une somme, parce que comme on est maintenant dans la copropriété avec la maison Barbara, il y a de la terrasse, il y a des travaux sur la terrasse, donc on paye notre quote-part, parce que c'est comme quand on est dans une copropriété, vous savez comment c'est. Et puis il y a une adhésion à l'espace énergie-climat EC2 du Pays du Mans, mais ce qui nous sera remboursé par le Mans Métropole, parce que c'est des fois c'est comme ça, je ne vais pas faire de commentaires particuliers. Donc, puis virement à la section d'investissement. Voilà donc rapidement présenté cette décision modificative qui est hormis l'engagement de la ville par rapport à la future résidence autonomie, l'ADN de ce soir. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Non, je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour ?
Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Ensuite, alors oui, là, ces deux délibérations qui suivent sont suite, on a eu le débat ici, du passage à la fiscalité professionnelle unique, Parlement métropole. Donc, vous avez la délibération qui montre que, si je retrouve la délibération, ça va être mieux, que donc l'addition de ce qui était perçu directement par la ville d'Allonne, mais qui est maintenant perçu par le Mont Métropole, etc., est additionné. Donc le Mont Métropole versera à la commune 3 670 127 €, soit environ 40 000 €, ce qu'on percevait, qu'on additionnait tout sur l'exercice précédent. Donc voilà, donc on avait dit qu'il y a eu un travail, on peut s'en féliciter, de solidarité réelle de la part de le Mont Métropole, et là donc on rentre concrètement dans les phases actives. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération, qui est aussi qui est mise en œuvre ce qu'on a décidé et voté ensemble ici dans ce conseil communautaire, conseil municipal, et aussi en conseil communautaire pour les quelques collègues qui sont au conseil communautaire. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. L'autre délibération, là c'est pareil, c'est l'actualisation de la liste des décisions fiscales en matière de fiscalité locale et économique, parce qu'il faut tout transcrire, ce qu'on percevait au plan communal, au plan intercommunal. Donc vous avez la liste, je ne vais pas vous faire, c'est une liste à la Prévert qui a été vue, revue. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, qui est une délibération technique, qui traduit un engagement politique, qui est important? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Il faut que je retrouve mon ordre du jour, je vais m'en sortir. Je suis là. Maintenant, c'est Camille. Délibération 5. On m'entend? Ouais, c'est bon. Alors, le projet numéro 5 concerne notre adhésion au service du Pays du Mans, EC2, donc l'espace Conseil Énergie-Climat. En 2023, le syndicat mixte du Pays du Mans a décidé la création à l'échelle du pays d'un service de type agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC, et la ville d'Allonne est adhérente à l'ALEC. Ce service prévoit pour les communes sur leur patrimoine les prestations suivantes: le suivi des consommations d'énergie du patrimoine municipal, consistant en l'élaboration d'un état des lieux régulier des consommations et dépenses énergétiques, des projets de construction, de rénovation et ou de développement d'énergie renouvelable définis dans le cadre du programme annuel. L'espace Conseil Énergie-Climat intègre l'équipe projet et accompagne les besoins de la commune. Des dispositifs de financement et de mutualisation liés au projet de sobriété, de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables peuvent être proposés aux communes par l'espace Conseil Énergie-Climat. Pour le grand public, leurs missions vont être de favoriser les nouveaux modes de construction et l'habitat, économiser l'énergie et passer aux énergies renouvelables, échanger, partager et former. Ainsi, il est proposé d'adhérer à l'espace Conseil Énergie-Climat pour un montant de 15 576 € par an, avec adhésion fixée à 4 ans et renouvelable à compter de 2026. Il est donc demandé d'approuver les termes de la convention d'adhésion avec le Pays du Mans et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci Camille. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je crois que Cyril, et puis à Monsieur Gordelet après. Vas-y Cyril. Donc juste pour compléter Camille, qui a fait un bon rapport, c'est simplement rajouter qu'en fait on a quand même le décret tertiaire qui s'impose à nous. Donc en 2030, on doit réduire de 40% nos consommations d'énergie sur nos bâtiments publics. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de faire partie avec le Pays du Mans de cet espace de conseil. Car en fait là il y a une ingénierie quand même, parce que le Pays du Mans a recruté de l'ingénieur quand même pour faire les études, et c'est vrai que passer par eux par rapport à passer des marchés publics avec des entreprises privées qui on connaît dans ces cabinets de conseil et tout ça qui coûtent un bras, là on passe directement avec un partenaire public. Donc, et qui a fait tout pour avoir l'ingénierie pour ça. Et donc en fait, c'est vraiment, ça va être
pas facile. On va avoir quand même beaucoup d'études qui vont être faites. Et donc, diminuer, nous, de 40% notre consommation d'énergie pour Alon, ça va pas être si évident. Parce qu'en fait, on est presque trop bon au départ. C'est-à-dire qu'on nous, on est sur le réseau de chaleur. Et donc, diminuer de 40% de consommation par rapport au fait qu'il y avait le réseau de chaleur, c'est plus dur pour nous que pour des bâtiments qui étaient complètement tout électriques. Voilà, donc c'est ça. En sachant que c'est 40% par rapport à une année de base qui est dans les années 2010. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas être évident. Donc, il va bien falloir que dans les futurs travaux qu'on aura, là, ça va coûter quand même assez cher à la commune. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ça. C'est dans les prévisions qu'on aura. Et c'est vrai que quand on voit actuellement ce que nous propose le gouvernement, avec tout ce qu'il est enlevé les aides sur toutes les diminutions d'énergie et tout ça, c'est encore quelque chose en plus. Et aussi à nos partenaires. Parce que dans les diminutions, directement, ce n'est pas obligatoirement sur notre commune, mais c'est aussi sur nos partenaires. Le Mans Métropole, c'est moins 10 millions. C'est pareil pour la région, c'est pareil pour le département, c'est des sommes en moins qui n'iront pas après pour notre aide pour nos rénovations énergétiques. Parce qu'en fait, que fait la région ou que fait le département? Souvent, c'est des aides qu'ils donnent après aux communes. Et donc là, ce sera des sommes qui seront en moins. Donc voilà, donc c'était pour simplement dire que c'est quand même une délibération importante de participer à ça. Et donc derrière, on va déjà tout de suite attaquer directement. On a prévu ça avec notre directeur de services techniques, de commencer vraiment. Il a commencé à préparer le boulot, de prendre un marché pour faire un bilan énergétique de tous nos bâtiments. Voilà. Merci. Merci Cyril, Monsieur Gordelet. Oui, je souscris évidemment à ce que vient de dire Cyril. On en a parlé pas plus tard qu'hier en commission travaux urbanisme. C'est évidemment une délibération qui est essentielle puisqu'effectivement on va permettre de mettre en place l'équivalent pour les collectivités, enfin pour les copropriétés, de ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Et surtout de savoir où on en est factuellement, parce qu'aujourd'hui, bien malin est capable de dire sur Allen quel bâtiment consomme le plus d'énergie et surtout dans quelle proportion. On peut en avoir une petite idée, mais en tout cas, on n'a pas forcément de chiffres. Et donc, les audits énergétiques que l'on va pouvoir faire, en tout cas, grâce en tout cas à ce groupement, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vraiment, à l'échelle du pays du Mans, on met en commun en tout cas l'ingénierie. Ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est et de déterminer donc des priorités pour les 5, 6, 10, 15 prochaines années et de dire voilà, tel bâtiment c'est prioritaire et ainsi de suite, et en tout cas savoir où on va. Donc nous, on adhère totalement en tout cas à cette délibération. C'était dans notre programme en 2020 de faire un audit énergétique de l'ensemble des bâtiments. Donc en tout cas, voilà, nous sommes totalement pour. Merci. Alors c'est d'autant plus intéressant que je rappelle que ça va être pris en charge par le Mans Métropole et que donc il y aura l'impact zéro sur cette phase d'étude. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je passe maintenant la parole à Claudine. Donc moi, je vais vous parler de Amenao. Amenao est une société anonyme d'économie mixte, anciennement Secos, donc ça peut parler à certains, qui agit pour le développement territorial de la Sarthe. C'est un outil à la disposition des collectivités dans le cadre de leur développement économique et territorial. Et au sein d'Amenao a été engagée une stratégie au regard des objectifs nationaux de la transition écologique. Donc les objectifs de la démarche sont de faire face aux défis actuels liés au changement climatique et transition écologique. Les activités de la SEM doivent répondre aux nouvelles attentes en matière de développement durable. C'est pour cette raison qu'ils ont proposé de modifier l'objet social de la SEM. Les nouvelles missions dévolues à la SEM consisteront à réaliser des missions de développement économique et écologique, incluant le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique des bâtiments. Voilà. Et je rappelle quand même que la ville d'Allonnes est actionnaire.
j'aime pas ce terme, mais bon, c'est pas grave, est actionnaire à 100 actions auprès de la SEM. Et voilà, donc je vous demande d'approuver les termes de la modification. Alors, je ne vais pas vous lire toute la modification, mais bon, je vous ai dit quelques lignes. D'autoriser le maire ou son représentant à participer au vote de l'Assemblée générale extraordinaire qui a lieu le 20 novembre et d'autoriser monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer l'ensemble des pièces relatives à cette affaire. Merci Claudine. Y a-t-il demande d'intervention dans ces délibérations? Je rappelle que la représentante de la ville, c'est Claudine, hein, donc c'est elle qui va signer. Y a-t-il donc, je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Convention TFPB. Claudine. Alors, convention TFPB, taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, c'est un abattement, c'est une convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Le Mans Métropole. Donc, cette convention serait signée pour 2025 à 2030. Je rappelle également que les bailleurs sociaux peuvent bénéficier d'un abattement donc, de 30% de leur taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires. Donc, alors, pour Allonne, on compte 1843 logements et un seul bailleur. Bon, il y a des communes où on a une multitude de bailleurs, mais nous, c'est assez simple. Donc, ce bénéfice de 30% est subordonné à l'existence d'un contrat de ville, donc, qui a été signé le 5 juillet 2024, et il est nécessaire de signer d'ici le 31 décembre la fameuse convention pluriannuelle. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, l'abattement est accordé en contrepartie de la mise en œuvre d'actions contribuant à renforcer la qualité de service et améliorer le cadre de vie pour les locataires habitants. Et le cadre national d'utilisation de l'abattement définit 8 axes possibles d'intervention. Le renforcement de la présence du personnel de proximité, la formation soutien des personnels de proximité, le surentretien, la gestion des déchets encombrants et épaves, la tranquillité résidentielle, concertation, sensibilisation des locataires, l'animation, le lien social, le vivre ensemble, et les petits travaux d'amélioration de la qualité de service. Alors, le projet de convention intègre des orientations générales les programmes d'action des bailleurs devront en particulier viser d'ici 2027, donc dans 2 ans, les taux d'objectifs suivants. Donc 35% maximum pour les petits travaux, donc ils devront atteindre les sommes de 35% sur la somme globale. Hein. Pour les petits travaux d'amélioration, 35% minimum au total pour le renforcement de la présence de personnel, 15% minimum pour l'animation, le lien social, le vivre ensemble, et 10% minimum sur le surentretien. Alors, je vais quand même préciser, donner une précision, vous l'avez dans la délibération, bien sûr. Il est précisé que l'État ne compense que partiellement la perte de produits correspondante pour la collectivité. 40%. En 2023, le reste à charge s'est élevé pour la ville d'Allonne à 197 671 €. Donc, il vous est demandé d'approuver, d'autoriser la signature du projet de convention annexé à la présente délibération. Alors, il y a tous les acteurs qui signeront, les bailleurs sociaux, évidemment, Le Mans Métropole Habitat, Sarthe Habitat, Montsalle d'Habitation, Podélia, CDC Habitat Social et ICF Habitat Atlantique, les villes d'Allonne, de Coulennes et du Mans, donc là où il y a des quartiers prioritaires, Le Mans Métropole et l'État. Voilà. La présentation. Alors, autorise monsieur le maire, évidemment, son représentant à signer la convention. Et voilà, c'est tout. Merci Claudine. C'est le fruit d'un travail de longs mois et de la dernière période de longues semaines, de longues tractations, discussions entre les bailleurs et les collectivités. Et moi, je me félicite qu'effectivement, on soit arrivé
à ce compromis. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Claudine a terminé là-dessus. Ça revient un peu à ce qu'on disait précédemment en début de séance. Alors c'est vrai des gouvernements précédents, hein, parce que c'est pas ce gouvernement-là là, sur l'exo. Hein. Enfin, le gouvernement prend une décision d'exonération du TFPB pour les bailleurs, mais il fait payer la grande majorité du manque à gagner aux collectivités. D'ailleurs, comme information, il y a des communes qui sont passées en politique de la ville, je pense à la ville de Sablé par exemple, qui ont donc eu une dotation de politique de la ville, mais qu'en fin de compte qui était inférieure à ce qu'ils ont perdu avec l'exonération du foncier bâti sur les logements dans leur quartier. Vous voyez, c'est assez extraordinaire quand même. Hein. Enfin, bon. Mais c'est des magiciens hein, au niveau national. Et malgré ça, ils ont comme de l'endettement, ils sont comme assez forts. Hein. Donc, je vous propose qui est pour voter cette délibération? Y a-t-il des votes cause d'abstention? Je vous en remercie. Maintenant, je passe la parole à nouveau à Cyril. Oui, bonsoir. Donc là, c'est une délibération pour une dénomination de voies sur la commune. Donc en fait, on a la loi 3DS qui oblige toutes les communes de moins de 2000 habitants de nommer toutes leurs rues et donc toutes leurs voies. Donc je parle bien de moins de 2000 habitants, c'est-à-dire que nous, on est un peu plus de moins de 2000. Et donc on aurait dû faire ça un peu avant. Mais en tout cas, maintenant, on a décidé de s'y mettre. Et donc on a travaillé avec les services pour déterminer toutes les voies qui n'étaient pas nommées sur la commune. Et à partir de là, on a rencontré les habitants des différents quartiers dont les voies n'étaient pas très claires pour se concerter avec eux pour déterminer les futurs noms des voies. Donc on a fait 3 réunions pour ça au mois de septembre hein, pour 3 quartiers différents. Donc ça s'est plutôt très bien passé, au contraire. Hein. Il y a même eu des propositions qui venaient des habitants qui ont été très retenus, hein, genre bien nommé impasse, un chemin qui n'aboutit pas, mais il y avait une vraie discussion, un vrai échange pour déterminer ces noms. Donc je rappelle qu'en fait aussi tout ceci c'est pour faciliter le repérage pour tout ce qui est service de secours. Hein. Donc aussi pareil évidemment pour la poste et tous les autres services publics et aussi les commerciaux évidemment. Donc pour avoir une meilleure localisation. Donc l'idée aussi de dénommer les noms des rues, c'est aussi de mettre des numéros aux habitations qui sont sur toutes ces routes et tous ces chemins qui sont, parce qu'on parle quand même, c'est plutôt en campagne. Et donc pour cette numérotation, on va passer au métrique. C'est-à-dire que on commence au début de la rue et si la maison se trouve à 250 mètres du début de la rue, elle sera au 250 rue voilà, par exemple rue d'Étayer qui va être créée. Donc ça sera au métrique. Donc on peut se retrouver avec des numéros de rue 8420, genre si on est route de la Suze. Peut-être pas autant, mais pas loin. Voilà. Donc, je vais peut-être pas dire toutes les noms de rues qu'on a créés, mais en tout cas, voilà, dire que ça a vraiment été une concertation qui a été faite avec les habitants. Hein. Donc, il y en a quelques-uns qui auraient bien aimé garder leur nom de rue, enfin leur nom de lieu-dit, mais ils peuvent le garder, mais ça sera simplement plus indicatif. Voilà. La priorité, ça sera ce nouveau numéro avec le nom de route ou de chemin sur lequel ils appliquent ou impasse. En sachant que ce travail donc là, on va dénommer les noms des voies. Après, le service de Le Mans Métropole, qui peut intervenir sur la base d'adresse nationale, va lui-même va réussir à trouver donc déterminer les numéros des habitations. Et une fois que ça sera fait, à ce moment-là, on enverra une attestation d'adresse à tous les habitants qui changent donc
d'adresse, et on leur fournira aussi une plaque, leur numéro. Voilà. Ce qu'on ne serait pas obligé de faire. Hein. En tout cas, ça sera fait. Voilà. Donc, cette délibération, c'est pour procéder à la dénomination des nouvelles voies de la commune. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il une demande d'intervention? Monsieur Cordelet? Oui, je me permets d'intervenir parce que je suis directement concerné, ainsi que Jean-Pierre, puisqu'on va avoir nos adresses qui vont changer de nom. Pour en avoir échangé assez longuement avec certains de mes voisins, en tout cas, donc je remercie Cyril pour tout le travail qui a été mené, en tout cas, et puis les services, bien sûr, pour le nouvel adressage. Tu parlais un petit peu du sentimentalisme que les gens pouvaient avoir avec leur nom de lieu-dit. Alors moi, ça fait que 3 ans que je suis là, j'ai pas encore eu le temps de m'y attacher, mais certains de mes voisins, ça fait quasiment 80 ans qu'ils sont là. Et c'est vrai qu'ils sont attachés, en tout cas, à leur nom de lieu-dit. Ça a toujours été leur adresse. Et pour les rassurer, en fait, ils pourront garder donc ce nom de lieu-dit en complément d'adresse. Donc voilà. Un autre point important aussi, et on espère tous, en tout cas pour les riverains de la campagne, de tout ce secteur-là, que cela va pouvoir permettre de faire bouger un petit peu les choses, notamment sur le dossier de la fibre. Parce qu'on est encore un certain nombre à ne pas être raccordables, en tout cas à la fibre. Et l'une des excuses d'Orange, en l'occurrence, c'est oui, mais bon, vous n'avez pas encore de numéro de voie, vous n'avez pas encore de nom de rue ni de numéro. Bon, donc voilà. Donc on espère que ça va permettre de faire un petit peu bouger les choses et que enfin nous allons pouvoir être raccordés à la fibre et avoir en 2025 Internet de façon correcte comme un pays on va dire, du 21e siècle devait l'avoir. Donc voilà, on croise les doigts, mais en tout cas voilà, c'était attendu par les riverains et en tout cas on remercie bien sûr Cyril et les services pour tout le travail qui a été fait. Bien, donc on va passer au vote. Moi, si je voudrais vraiment remercier le travail des services, les 5 réunions, 4 ou 5 3 réunions, comme quoi, ouais, on n'a pas Marseille là. 3 réunions qui ont réuni beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait des interrogations, voire pour certaines de l'inquiétude, ce qui est toujours, c'est normal, parce que le nouveau inquiète toujours pour le moins. On va se mettre en conformité. Bon, c'est vrai que, comme me disait Catherine, tout ça, cette évolution, il faut y passer, mais c'est beaucoup dû d'ailleurs à l'utilisation des GPS. Et tout ce qui s'ensuit quand même. Et quand je dis derrière ça, y compris tous les grands, certains opérateurs privés américains, je ne ferai pas de pub, qui pour les livraisons rapides, voyez, voilà, parce que je rappelle quand même qu'on a vécu des décennies avec ces lieux dits. Et effectivement, comme ça a été dit, Orange, ils sont bien sympathiques. Enfin bon, ils n'avaient pas besoin de ça pour faire le boulot, hein, parce qu'il y a d'autres endroits. Où c'était pas eux qui étaient opérateurs, où la fibre est arrivée, même là il y avait les lieux dits. Donc voilà, mais bon, on a eu le débat là, nous aussi on va remettre dessous dans la tirelire, si je peux permettre l'expression, pour que, comme c'était un des prétextes, maintenant ils n'ont plus de prétexte, il va falloir qu'ils passent aux actes en 2025 dans l'intérêt des quelques dizaines d'habitants d'Alonne, mais y compris des quelques centaines d'habitants sur le Mans Métropole, parce que toutes les communes s'y ont confrontées pour les écarts, ce qu'on appelle les écarts, pour qu'ils fassent leur taf. Je rappelle quand même qu'ils ne sont pas là uniquement pour encaisser l'argent, ils sont aussi là pour que, sur les profits, je ne parle même pas de bénéfices, là, qu'ils font, pas uniquement les distribuer aux actionnaires, mais un peu normette pour permettre qu'effectivement le réseau soit correctement fait sur l'ensemble de notre territoire. Donc je vous propose donc de passer... Oui, monsieur Cordelet ? Juste, excusez-moi, si je peux me permettre. Donc effectivement, donc ce changement d'adresse, par contre, ça va nécessiter des changements aussi administratifs de la part des habitants. Alors, quand on maîtrise l'outil informatique, on va réussir à s'en sortir, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'habitants qui ne vont pas forcément avoir les connaissances pour le faire. Et donc là, je pense que le CUB, en tout cas, va pouvoir les aider. Voilà. Oui, il y aura le service population, notre tiers-lieu. Le CUB, c'est avant tout un tiers-lieu pour lutter contre la fracture numérique, et qui, les bilans d'activité le montrent, c'est, je crois, 3000 personnes qui se sont présentées l'an dernier. Il y a une vraie utilité, donc effectivement, il sera mis à disposition. Et puis aussi le service technique, lorsqu'il sera interpellé, notamment pour les personnes les plus anciennes, qui parfois sont les plus éloignées de ces questions-là. Mais dans le même temps, on sera attentif, mais dans le même temps, on le voit bien avec la distribution des colis, il y a beaucoup de solidarité dans cette ville, à la fois les familles, et puis les voisins qui s'occupent, qui s'entraident. Donc on sera là pour tous celles et ceux qui sont vraiment difficultés, mais j'ai
pas trop d'inquiétude, ça va bien se passer. On passe au vote, donc qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je passe la parole à Vivien pour une importante délibération. Bonsoir. Il s'agit de la dénomination du place de l'ancien marché à place de province. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une semaine, j'ai appris qu'on voulait dénommer cette place. Donc j'ai eu l'idée de demander aux habitants s'ils connaissaient cette place. Donc j'ai commencé par mes propres enfants. Je leur ai posé la question où se trouve la place de l'ancien marché. Ils m'ont dit, papa, ça doit se trouver en face de l'église. Donc j'ai fait le tour du quartier. Donc j'ai consulté 20 personnes. Donc il y avait 5 de plus de 60 ans. Ils ont tout de suite trouvé. Les 15 autres qui n'ont pas trouvé. Moi je crois que c'est un problème surtout pour les nouveaux habitants. Parce qu'imaginons que vous tombez par là, il appelle les secours, il dit place l'ancien marché. Les secours, ils ne viendraient jamais. Et nous savons aussi que l'association, par exemple H2HM, organise beaucoup de manifestations. Et généralement, si vous regardez sur leur affiche, ils ne mettent jamais place de l'ancien marché. Ils mettent toujours haute métairie. Donc c'est un problème pour les gens pour venir, par exemple, à la fête de la musique ou à bric-à-brac. Donc vraiment, je vous demande vraiment de voter cette délibération, surtout pour les nouveaux habitants. Donc merci beaucoup. Merci Vivien. Alors là, de toute façon, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers collègues, mais là, vu la persuasion, la force de persuasion de Vivien... Comment elle va s'appeler Comment on va s'appeler Place des Provinces, il a dit. Il a dit. Ah ouais. Bon, il y a des demandes d'intervention. Donc, c'était fin l'étroite collaboration, y compris avec l'association HEHM, qui organise une manifestation. Comme ça sera bien, bien situé et placé. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Oui, la délibération, je l'ai évoquée, suivante, je l'ai évoquée pendant l'addition modificative, parce que c'était quand même sûrement l'addition financière la plus importante, puisqu'il s'agit, c'est une convention qui permet de donner les modalités pour participer, la participation financière de David Dallon concernant la construction de la résidence autonomie dite dans l'îlot A. L'objet marqué dans cette délibération, je l'avais dit précédemment, c'est de permettre que la contribution, la participation du CCAS, une fois que ça soit livré, soit minorée par rapport au coût qui a d'ailleurs été, je vous l'ai dit, le coût de sortie est nettement supérieur à ce qu'on avait programmé avant Covid, puisque je vous rappelle que nous avons signé la convention en rue avant la Covid. Et depuis, il y a eu un peu d'augmentation, ça s'est un peu envolé, ici comme ailleurs. Donc voilà, donc on a, en accord avec Sarthe Habitat, et c'est marqué dans le texte de la convention, on répartit sur 4 ans, en lien avec la direction départementale des finances publiques. Pas de problème, cette subvention est supportable par rapport à la bonne santé financière de notre collectivité. Nous pouvons nous en féliciter ensemble et remercier le service financier de notre collectivité. Donc voilà, un petit peu. Donc, c'est une participation de 2,4 millions qui serait fractionnée en 4 parties. Voilà, y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je passe maintenant la parole pour les 2 délibérations suivantes, qui sont des rapports annuels, à Francine. Donc, je vais commencer par vous parler du rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité du service public eau et assainissement. Concrètement, le Conseil Le Mans Métropole a adopté ce rapport et chaque conseil municipal doit aussi approuver ce rapport. Donc ça, c'est l'objet de ma présentation ce soir. Concrètement aussi, je m'excuse, mais je ne me souviens plus des chiffres. Donc, je vais juste vous rappeler les principes directeurs de la politique, je dirais, de l'eau, de l'assainissement, excusez-moi, sur Le Mans Métropole. Un des principes importants, c'est d'avoir un prix d'accès à l'eau modéré de façon à ce que tout à chacun puisse payer sa facture d'eau.
Et même le prix au mètre cube à Le Mans Métropole est un des plus faibles sur beaucoup de communautés de communes. Ensuite, l'autre action très importante, c'est de faire des économies d'eau. Vous savez que pour acheminer l'eau, il y a besoin de canalisation. Et donc, il y a de nombreuses sources possibles de perte d'eau. Et il y a tout un travail qui est fait depuis plusieurs années de façon à améliorer ces canalisations et à économiser cette eau qui est une denrée rare. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce rapport 2023. Et je vous demande de bien vouloir prendre acte. Merci Francis. Y a-t-il demande d'intervention sur ce rapport? On a eu, nous on l'a voté pour les conseils communautaires en séance communautaire. On peut se féliciter dans ces collectivités, dans cette intercommunalité, que nous soyons depuis historiquement en régie de l'eau. Et moi je me félicite qu'à travers le pays, de nombreuses grandes collectivités quittent le secteur privé, les marchands, pour revenir en régie. Je crois que c'est bon à la fois pour les usagers, comme l'a dit Francine sur le prix de l'eau. Je rappelle que pour les communes hors Le Mans, il a baissé l'année dernière, puisqu'on a fait l'eau métropolitain. Et puis aussi pour la qualité de l'eau, parce nous maîtrisons les technologies. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je propose, on le fait voter, oui, on vote, ou on prend acte. Donc nous prenons acte. Vas-y, après. Voilà, donc deuxième rapport annuel à vous présenter, celui sur la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc ce domaine est très important d'un point de vue écologique, évidemment, puisque ça concerne les déchets. Et donc, là encore, il y a plein d'incitations à l'économie circulaire, donc récolter, collecter pour aller vers la transformation, etc. À noter que, en lisant les quelques indicateurs, là ce coup-ci qu'on avait, j'ai pu remarquer que dans la communauté, enfin dans Le Mans Métropole, il y a quand même une diminution du nombre de déchets par habitant. Et c'est dans les ordures ménagères classiques, et c'est plutôt encourageant. Et d'autre part, il y a une augmentation des collectes sélectives, et puis aussi des points de ramasse type la Chauvinière, etc. Donc là aussi, c'est intéressant, ça montre bien qu'il y a cet état d'esprit vers le recyclage qui s'installe bien dans la population. Il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment. D'autre part, il y a aussi chaque année des opérations d'investissement pour accélérer le processus ou augmenter le processus. Et donc, moi, je ne résiste pas à l'extension de la collecte hippomobile pour les emballages ménagers et papier dans l'hypercentre du Mans. Parce que ça, c'est peut-être anecdotique, mais donc pour la cité Plantagenet, la collecte des déchets se fait avec une voiture à cheval. Voilà. Donc, je vous demande aussi de prendre acte de ce rapport. Merci Francine. Pour de demande d'intervention. Si, Monsieur Gordelet. Oui, très rapidement, c'est comme pour l'eau. De toute façon, on a vu ça en Conseil de métropole, et c'est vrai que Stéphane Le Foll rappelle régulièrement les difficultés que peuvent rencontrer les autres intercommunalités autour de nous pour gérer leurs déchets, parce que la plupart pratiquent ce qu'on appelle l'enfouissement et viennent souvent toquer à la porte, notamment de René Kasiewicz, je la salue d'ailleurs ce soir, pour justement demander s'ils ne peuvent pas incinérer leurs déchets chez nous, dans notre incinérateur. Sauf que on arrive un petit peu au maximum de ses capacités, et donc on est obligé de décliner. Mais en tout cas, on a cette chance-là, en tout cas, sur Le Mans Métropole, d'avoir un service de gestion des déchets qui est vraiment performant. Donc voilà. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Pour reprendre un mot de M. Gordelet, sur ce genre de choses, moi je dis jamais chance. C'est le choix. Alors on n'y était pas les uns les autres ici autour de cette table, donc on peut le dire d'autant plus tranquillement. C'est des choix politiques qu'ont fait nos prédécesseurs, aussi bien sûr de notre collectivité en lien avec les autres collectivités de la métropole, qui ont fait ce choix. Et en plus, ce choix sur les déchets, il y a eu ce choix également de construire un réseau de chaleur.
dont Allonne, qui s'est beaucoup étendu ces dernières années, notamment avec le transfert de la compétence réseau de chaleur des communes aux intercommunalités, mais qui permet quand même de chauffer Allonne, et on l'a vu pendant l'augmentation terrible du prix de l'énergie. Les locataires du parc HLM d'Allonne et nous, la ville, avec nos bâtiments publics, il y a une augmentation, mais rien à voir avec ce qu'ont subi beaucoup de communes qui les ont mis considérablement en difficulté. Donc là, il y avait vraiment un choix précurseur, parce que aujourd'hui, tout le monde parle de créer des réseaux de chaleur. Eh bien, nous, ici, ça fait des décennies sur cette commune, grâce à Le Mans Métropole, que nous sommes dans cette situation. Donc on peut vraiment les remercier. J'ai une pensée notamment pour mon prédécesseur, Yvon Luby. Y a-t-il qui peut... j'ai posé la question, qui veut passer au vote? Qui est pour? Ah oui, on prend acte, donc vous prenez acte. C'est toi, Francine, qui fait la délibération suivante, ou Véronique? Sur l'extension de compétences santé Le Mans Métropole. Ouais. Vas-y, Francine. Là, par contre, on va parler d'un tout autre domaine, le domaine de la santé, et donc avec l'extension de la compétence santé à Le Mans Métropole. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Sarthe souffre d'une désertification médicale, autant au niveau des médecins généralistes que des médecins spécialistes. Et donc, l'idée, au niveau de Le Mans Métropole, c'est d'avoir une politique cohérente entre communes, de façon à ce que chaque commune ne fasse pas la surenchère pour attirer les médecins généralistes pour qu'ils puissent s'installer. Donc, dans cette optique-là, et en particulier pour la zone de, je ne me trompe pas, Coulennes, Ivry-l'Évêque et Sargé-les-Le Mans, qui étaient quand même très concernés par ce petit problème-là, il a été décidé de faire une politique intercommunale, d'accord, et pour soutenir l'installation de médecins généralistes. Évidemment, ce soutien se traduira par une incitation financière de 25 000 €. Mais attention, avec des conditions, hein, à savoir, donc, les conditions, engagement du médecin généraliste à exercer au moins 3 jours par semaine, l'équivalent d'un temps plein, et un engagement à exercer au minimum 5 ans sur la commune à partir de la date de la signature du contrat, et de façon à ce que ce médecin s'installe bien sur le territoire. Je voudrais juste, donc là, il vous est proposé donc de valider cette extension de compétences santé à Le Mans Métropole, mais à noter que ça va en complément de déjà ce qui est fait en termes d'investissement par Le Mans Métropole, en particulier au niveau du centre hospitalier du Mans, avec l'achat d'un robot pour faciliter certaines opérations, et aussi la construction de maisons pluridisciplinaires de santé. Il y en a eu sur Le Mans, il y en a eu une sur Coulennes en vue, et donc nous, sur Allonne, on bénéficie aussi d'un soutien pour garder nos médecins sur place. Voilà, donc qu'est-ce que je dois vous demander? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Je vous demande d'approuver cette extension de la compétence santé à Le Mans Métropole. Merci, Francis. Y a-t-il une demande d'intervention? Je propose de passer au vote. Alors, passer au vote, oui. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Là encore, pour revenir aux vœux que nous avons votés unanimement en début de séance, ce gouvernement il est quand même gonflé, parce que je vous rappelle quand même que la santé n'est pas une compétence ni d'une commune ni d'une intercommunalité. Et malheureusement, devant les défaillances de l'État, et quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques des collectivités, elles sont obligées de s'engager. Bah oui, bien sûr que Le Mans Métropole, nous votons, par exemple, pour accompagner les projets sur l'hôpital, mais c'est quand même plus que limite, hein, le fourbi, hein, quand même. Hein. Si je peux me permettre, hein, parce que là, on est comme dans le rôle premier régalien de l'État. Donc c'est la responsabilité de veiller à l'accès pour toutes et tous à une médecine de qualité, et notamment dans les hôpitaux. Vous
voyez, donc, alors d'un côté, il nous dit, ouais, vous êtes des dépensiers, vous ne faites pas attention, etc. Alors, on l'a déjà dit, par exemple, pour la TFPB, l'exonération. Là, on a encore un exemple, quoi. Parce que tout cet argent qu'on a mis, enfin, Le Mans Métropole, puisque c'est a mis dans les questions de la santé, ils auraient pu être largement utilisés pour être encore plus forts et plus offensifs sur les compétences de Le Mans Métropole. Voilà, je voulais le dire parce qu'il faut qu'on l'ait en permanence dans sa tête, et y compris, je pense qu'il faut qu'on... Moi, je ne regrette rien, mais il faut quand même qu'on interpelle l'État, parce que c'est gentil quand même de se faire montrer du doigt. Enfin, c'est comme gonflé de sa part. Je vous propose de passer la parole à nouveau pour une autre délibération très importante à Vivien. Encore bonsoir. Cette fois-ci, je n'ai pas fait d'enquête, donc il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de... Je n'ai pas fait du porte-à-porte. Il s'agit de la dénomination du gymnase Achille Touchard, donc l'ancien Victor Hugo. Souchard, plutôt, excusez-moi. Donc, je vais peut-être vous parler, je crois que tous on le sait, que la ville d'Alonne, c'est une ville qui est attachée aux pratiques sportives. La preuve, pendant les Jeux Olympiques, nous avons accueilli 3 délégations des athlètes. Donc, nous avons accueilli des Maliens, des Cubains et des Palestiniens. Et l'équipe. Oui. Et à la foulée, on était même labellisé Terre de Jeux 2024. Je crois que c'est une fierté pour nous. Et en plus, nous savons que la ville a eu beaucoup de sportifs. Donc, je vais peut-être vous parler d'Achille Souchard. Donc, c'est un Alonnais. Il est né le 17 mai 1960 à Alonne. 1900, excuse-moi. Non, Vivien, là, t'exagères. Il est né en 1900 à Alonne et mort le 20 septembre 1976 pour le 17e arrondissement. Donc, à Paris, cycliste français. Il a illustré dans les épreuves sur route, notamment, il a remporté médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques d'été de 1920. Donc, de 1920, donc voilà. En Belgique, ouais. Donc, quoi c'est quand même normal qu'un champion comme ça, qu'il n'ait rien sur la ville. Voilà. Donc, je vous demande de voter cette délibération pour que, voilà, au moins, on pourra dire à nos enfants qu'il y a eu des Alonnais qui étaient aux Jeux Olympiques. Merci. Et champion de médaille d'or, oui. Merci Vivien, est-il de mon intervention? Donc on a travaillé, on a rencontré avec Thomas Château et Alexis Brault, l'artiste, qui va faire la monumentoile qui va être mise sur le pignon de ce gymnase. On va créer les conditions, l'artiste devrait coller, que ça soit fait avant la fin de l'année, pour rester bien dans l'année olympique, mais c'est une vraie fierté, et tu as raison Vivien, pour nous les Alonnais, de mettre en valeur ce champion olympique. Et grâce à un Alonnais qui nous a informés de ce fait, parce que la plupart, enfin, on l'ignorait tous, voilà. Bon, qui est pour cette délibération brillamment présentée par Vivien? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Les 2 délibérations suivantes, c'est Maude. Alors, bonsoir. Tout d'abord, le projet d'établissement de l'accueil petite enfance, les Petites Frimousses. Donc, on a des évolutions réglementaires dans le secteur de la petite enfance qui ont nécessité une actualisation de ce projet d'établissement. En gros, on détaille une journée type de l'accueil des tout-petits dans le projet. Je ne vais pas tout vous décrire, c'est quelque chose qui fait une 30aine de pages, donc voilà. Mais on décrit la structure, on décrit les prestations d'accueil, les agents qui travaillent, le projet éducatif, parce que ce n'est pas que un endroit où les enfants sont gardés, mais c'est un endroit aussi où les enfants apprennent à grandir et à évoluer. Et ce projet éducatif, il est bien évidemment en lien avec les parents. Il y a également le projet social et le développement durable. Donc dans ce projet, il est parlé de tous les partenaires qui travaillent autour de la petite enfance
et du travail en collaboration très très étroite avec les parents, bien évidemment, puisque les enfants ne sont pas tout seuls et ils sont au milieu d'une famille. Donc voilà, il y a une grande part sur la parentalité lors de ce projet. Voilà. Merci Maude. C'était travaillé par les services, je les remercie d'ailleurs en lien avec bien sûr l'animation de Maude. Y a-t-il des éléments d'intervention ? Je vous propose de passer au vote, je vais y arriver. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. À toi Maude. Bah, c'est le service. Oui, mais parce qu'il me cause en même temps. Je suis en train d'arriver sur la prochaine délibération, mais il y a beaucoup de pages. Ce que je vous disais, c'est long. C'est long. Oui, alors, Mostafa me demandait qui a rédigé. Mais les rédactrices, hein, puisque ce sont des femmes. Il y a la directrice du service petite enfance, et puis toutes les collègues de l'accueil petite enfance. Hein. C'est un travail qu'elles ont fait tout ensemble, bien évidemment, plus d'autres partenaires. Le deuxième rapport, c'est la modification du règlement intérieur de la ludothèque. La dernière mise à jour, elle était de juin 2023. On a fait quelques modifications, notamment sur une mise en place d'une capacité maximale du public accueilli à 60 personnes à la ludothèque. Parce que vous savez qu'au niveau des locaux, nous avons un plafond au niveau sécurité, au niveau locaux, mais on a également mis on propose également de mettre une capacité maximale instantanée d'accueil de 60 personnes avec un taux d'encadrement à hauteur de 20 personnes par professionnel. Donc 60 personnes quand nous avons 3 professionnels, 40 quand nous avons 2 professionnels. Nous proposons ça parce que nous avons eu notamment des périodes de grosse affluence avec des 85-90 usagers dans la ludothèque. Alors c'est très très bien, hein, au contraire, on est ravis que cette structure soit autant utilisée. Mais il y a aussi le service rendu et pour pouvoir justement répondre à toutes les questions ou autres des usagers, on a réfléchi sur un taux d'encadrement pour que les agents puissent être pleinement disponibles face aux usagers. Parce que vous imaginez bien que quand vous avez deux agents pour 90 personnes, ils vont être beaucoup moins disponibles pour répondre, pour accompagner les usagers. Donc voilà. Et dans l'ancien règlement intérieur, il était déjà noté que la durée de jeu maximale conseillée était de 1 heure. Et donc là, si on est sur une très forte affluence, on propose justement de limiter à 1 heure cette durée de jeu pour qu'on puisse aussi permettre au plus grand nombre de venir sur cette ludothèque. Merci Maude. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération ? Là aussi, c'était fait en étroite collaboration avec les professionnels. Ouais, c'est un gros succès, hein, ce service municipal, qui s'appuie là encore, je pense un peu au propos là, du ministre de la fonction publique, qui va être partout trop de fonctionnaires. Heureusement qu'on a du personnel qualifié, et quand il y a du personnel qualifié, ça donne envie aux parents, aux enfants, de venir, de passer un joli moment éducatif dans ces locaux, et nous pouvons en être fiers. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous en remercie. Ursoun. Bonsoir. Donc moi, je vous propose de passer, de revoir
plutôt la convention concernant l'Infojeune. L'Infojeune est un service, c'est une offre de service au niveau de la ville d'Allonnes. Dans le dossier qui vous est présenté, vous voyez que nous avons fait un état des lieux. C'est assez intéressant de voir quand même les tranches d'âge, déjà au niveau de la ville d'Allonnes. Des jeunes qui pourraient être intéressés par cette offre de service, sachant que l'Infojeune, nous, on l'a mis en place à Allonnes depuis 1992. Tous les 3 ans, on faisait des évaluations. Et là, la nouveauté, c'est que l'évaluation va passer à 5 ans. C'est pour cela qu'on vous propose de passer cette délibération. Toujours pour entrer un petit peu dans les détails, depuis janvier 2023, nous avons eu une modification des services. Le service municipal jeunesse est devenu le service enfance-jeunesse. Et à travers cette modification et l'amplification aussi des missions, nous avons réintégré le CUB, l'Infojeune, qui était depuis 2019 abrité au niveau du CUB. Ce qui faisait qu'en fait, les jeunes qui fréquentaient le service jeunesse pouvaient aussi passer à côté vraiment de cette offre. Et donc, du coup, dans cette perspective, nous avons aussi élargi les horaires d'ouverture suite à la réintégration de l'Infojeune, qui est un service qui permet aux jeunes de pouvoir accéder au logement, des informations sur l'accès au logement. En fait, ça concerne vraiment l'accès aux droits des jeunes de 13 à 25 ans, puis plus encore jusqu'à 29 ans, ça dépend des situations. Et du coup, la santé, le logement, l'insertion professionnelle des jeunes à travers aussi la découverte des métiers et également tout ce qui est solutions de formation. Donc, toutes ces choses-là, eh bien, nous, c'est une valeur forte au niveau de la ville d'Allonnes, puisque nous avons fait le choix de déployer ce service. Et du coup, par rapport à la labellisation, il y a des objectifs à atteindre. Ces objectifs, ça tourne autour du développement de l'activité IJ, Infojeune, qui est une association nationale, mais qui est déclinée déjà au niveau régional, au niveau départemental, et nous, au niveau de la commune d'Allonnes également. Dans également les critères d'évaluation, nous avons également le fait de pouvoir donner les moyens à tout un chacun, particulièrement les jeunes, de pouvoir accéder à leurs droits et de favoriser un développement de la citoyenneté locale. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est quelque chose qui est important au niveau de la ville d'Allonnes. Donc, voilà ce que je vous propose comme délibération sur l'Infojeune pour la période de 2024-2029. Voilà. Merci Orsoun. C'est une délibération importante parce que c'est aussi une volonté de notre part de nous intéresser encore plus ça va de 13 à 25, mais surtout les 16-25 ans où parfois c'est la cible pas forcément la plus simple. Et donc là, avec l'accès au droit, c'est important. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je passe la parole pour les 3 dernières délibérations à Catherine. Alors, je vais vous parler de la protection sociale complémentaire, prévoyance collective obligatoire. Cette protection sera mise en place au 1er janvier 2025 par un assureur privé choisi par le centre de gestion que nous avions mandaté au cours de la délibération du 7 février 2024. Je pense qu'il aurait été préférable que ce soit la sécurité sociale qui prenne en charge ce dossier prévoyance. C'est dans ses missions, cela devrait être dans ses missions de protection des usagers. Visiblement, ça n'est pas le cas. Le gouvernement a imposé cette protection, mais à la charge des collectivités territoriales. Ça va nous coûter, enfin, c'est pas ça va nous coûter, parce que c'est quand même important de soutenir tous les personnels, mais 89 000 € par an. Cette mutualisation des risques va permettre de garantir au personnel des employeurs publics territoriaux l'accès à des garanties collectives sans considération de l'âge, de l'état de santé, du sexe ou de la catégorie professionnelle.
un niveau de couverture adéquat reposant sur des garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques des employeurs publics concernés, de bénéficier du taux de cotisation négocié et maintenu pendant 3 ans. Sur la ville d'Allonnes, cela va permettre à 1/3 des personnels de la ville d'avoir une prévoyance là où ils n'en avaient pas. Alors, il est demandé, vous avez tout le rapport, bien sûr, que vous pouvez lire dans tous les détails, hein, mais je ne peux pas. Il est demandé d'approuver l'accord collectif local signé le 14 octobre 2024 entre la municipalité et les organisations syndicales. Je précise que les organisations syndicales se sont abstenues pendant le vote du CST, mais ont cependant, par responsabilité commune, signé l'accord. Il est demandé d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire afférent aux bénéficiaires de l'ensemble des agents de la ville et le CCAS d'Allonnes. De souscrire la garantie de base à adhésion obligatoire à hauteur de 95% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à partir du 1er janvier 2025. De participer financièrement à la cotisation des agents avec une modulation des cotisations en fonction du revenu brut du bénéficiaire, conformément à l'accord local, à hauteur de 80% pour les revenus bruts inférieurs à 1870 € bruts et 60% pour les revenus bruts supérieurs à 1870 € bruts. De déroger à l'affiliation obligatoire pour les apprentis et CDD déjà couverts par une prévoyance sur justificatif et de maintenir la condition maximale de 6 mois d'ancienneté pour les contractuels. Merci Catherine. Bon, c'est une mesure effectivement, bon, là encore un prix dans l'urgence parce que les décrets d'application sont tombés au mois d'août pour une application au 1er janvier 2025. Là encore, vachement de prévoyance, si je peux me permettre de retourner le terme, de la part du gouvernement. Une mesure, effectivement, qui va permettre à un certain nombre de personnels, c'est pas négligeable d'avoir une couverture, mais payée par la collectivité, parce que dans le même temps, les dotations de l'État continuent à baisser. Et dans le budget 2025, vous voyez bien comment ça se passe. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre, je vous en remercie. Par rapport là aussi au pactage là, de sympathie du gouvernement, le gouvernement dans le budget 2025 a décidé d'augmenter la participation des employeurs à la caisse CNRACL, c'est la caisse des retraites, de 4 points. Résultat pour la ville d'Allonnes, 180 000 € de dépenses supplémentaires dans le budget 2000. Je préviens tout de suite, hein, les bonnes nouvelles, dans le budget 2025. Avant même, on est responsable de rien, vous voyez. Alors qu'il faut savoir en plus que la caisse des retraités de la territoriale a été ponctionnée depuis au moins 10-15 ans, parce qu'elle était en excellente santé, par le gouvernement pour alimenter les autres caisses. Alors là, je l'appelle ça, moi, j'assume ce que je vais dire, je considère que c'est une forme de raquette du gouvernement sur de l'argent quand même qui a été collecté et financé par les salariés et par les fonctionnaires territoriaux et par les collectivités. Et dernier point sur la délibération que nous avons votée, vous pourrez regarder, il ne s'agit pas de faire la course à l'échalote, mais le niveau de couverture, de prise en charge de la collectivité naissant comme une mesure qui va se passer dans la majorité des communes sartoises, puisqu'on est plus près des 50% dans le très grand nombre que des chiffres que vous a dit Catherine dans sa délibération, parce que ça nous semblait normal d'avoir un accompagnement, notamment pour les salaires les plus bas. Ils sont très très nombreux dans les collectivités locales, puisque nous avons majoritairement des salariés de catégorie C. Je vous en remercie donc. Délibération suivante, ratio d'avancement. Là, c'est une sorte de rituel en conseil municipal, que nous passons donc la parole à Catherine. Je vais bientôt pouvoir le dire tout par cœur. Donc, afin de répondre à une obligation réglementaire qui s'ajoute aux lignes directrices de gestion définies en 2021, il est proposé de définir les ratios suivants, 100% pour tous les grades, à l'exception des grades relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale. Cette délibération permet de faire des arrêtés pour nommer les agents quand les conditions sont remplies, tout simplement, sans attendre l'année suivante. Merci Catherine. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Là aussi, vous pourrez comparer avec l'ensemble des communes du département.
c'est loin d'être partout à 100%. Mais c'est aussi une volonté pour respecter le personnel, quoi. On peut les remercier en disant vous avez fait un bon boulot, mais ce qui n'est pas mal non plus, ce qu'attendent aussi les personnels, c'est que lorsqu'ils ont un concours, une promotion, ils puissent être nommés tout de suite. Parce que ça signifie une reconnaissance souvent de la formation et du temps qu'ils y ont passé. Et puis ça se traduit aussi par une légère augmentation de pouvoir d'achat, quand on sait que le pouvoir d'achat des territoriaux, mais comme l'ensemble des salariés publics et privés, est aujourd'hui quand même à ras les pâquerettes. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Donc, comme tous les ans, il va y avoir le recensement demandé par l'INSEE. Et comme tous les ans, je vous demande de nommer un coordinateur général chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes du recensement, en lien avec l'INSEE bien sûr, et de recruter 2 agents recenseurs en qualité de contractuels pour une période de 2 mois. Oui, maintenant, c'est comme vous savez que maintenant, le recensement se fait par 10% de la population, je crois. D'ailleurs, qu'il y a un vrai problème dans nos collectivités. Les villes populaires et de quartiers, parce que même Sarthe Habitat, c'est même pas toujours le nombre de personnes qui habitent dans les logements, n'est-ce pas, Sylvie? Et nous, on le voit, y compris avec les retours sur l'école, les inscriptions dans les écoles, voyez. Pas de demande d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour ce vote? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. On a épuisé l'ordre du jour, mais je voudrais passer la parole à Céline Emam, qui est donc notre conseillère municipale chargée des égalités femmes-hommes en perspective de la journée du 25 novembre. Bonsoir à toutes et tous. Il s'agit là plutôt d'une proposition. Une proposition en lien avec le 25 novembre, pour rappel, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Voilà, journée importante. On souhaitait vous proposer de marquer cette journée, puisque, pour rappel, nous sommes à 117 féminicides depuis la semaine dernière, dont 85 féminicides par compagnon ou ex-conjoint. Voilà. Et aussi pour marquer effectivement une augmentation constante du nombre de faits dénoncés de violences liées au genre, des violences sexistes, sexuelles et verbales ou physiques à l'égard des filles, des jeunes filles, des femmes. Afin de marquer notre soutien contre toutes ces violences, nous souhaitons vous proposer de rejoindre un collectif de communes, de s'associer à eux pour mettre la ville en berne ce jour-là. Voilà un petit peu la proposition. Donc une mise en berne, enfin marquer effectivement l'événement, les drapeaux. Ben, c'était ça. Non, pardon. Bon, voilà. C'était ça, et aussi donc surtout les équipements municipaux. Et aussi, voilà, je souhaite effectivement, enfin j'en profite pour souligner l'engagement du centre social, Gisèle Halimi, qui du coup aussi s'inscrit dans cette dynamique à nos côtés, et ça ce n'est pas rien, mais qui s'inscrit aussi avec toute une série d'ateliers de sensibilisation et d'événements lors de cette date éminemment importante. Donc, je vous invite à aller les rejoindre sur leur page Facebook pour voir tout ce qu'il est proposé, dont une super exposition à aller voir avec grande importance. Voilà. Merci Céline. Je crois que c'était important, comme on est quelques jours avant le 25. Effectivement, vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette les drapeaux de la mairie en berne pour marquer notre solidarité? Puis, parallèlement, nous ferons une déclaration, si vous êtes d'accord, du conseil municipal pour notre engagement contre ces féminicides qui sont... vous avez entendu le nombre, c'est vraiment dramatique. Je propose de passer, on va le voter de manière un peu, parce que ça me semble important. Vous êtes d'accord pour cette initiative? Drapeau en berne, une déclaration de conseil municipal? Je vous remercie vraiment, chers collègues. Alors, avant de conclure ce conseil municipal, ou en conclusion, je vous rappelle, nous sommes seuls, je l'ai dit précédemment dans une délibération pendant la DM, cette semaine, nous accueillons le Cross International sur cette édition. Je vous rappelle quand même... ça sera le seul endroit en Sarthe où les
les Sartoises et les Sartois, ou d'ailleurs au-delà, pourront venir voir sur une compétition sportive 10 athlètes qui auront participé aux Jeux Olympiques. C'est le cas des courses du dimanche après-midi du Cross international d'Alonne. Je le dis parce que c'est une vraie fierté qu'on peut avoir les uns et les autres. Et je vous encourage, y compris, à venir très nombreux. Je rappelle également que le 10 km a battu tous les records, puisqu'il y aura 5550 inscrits, ce qui est quand même important. Donc toutes ces femmes et ces hommes qui venant essentiellement de la Sarthe, mais au-delà, vont converger d'une manière sportive et pacifique dans le parc Chaoué-Port-Bello. Donc n'hésitez pas, d'autant plus que les bénévoles, ils sont plus de 200. Moi, j'ai été les saluer ce matin avec Catherine. 200 à préparer d'une manière remarquable ce site. Il se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais venez vérifier que nous avons, à l'occasion de ce Cross international, le meilleur vin chaud de la Sarthe et les meilleures crêpes de la Sarthe. Moi, c'est Martine qui m'a dit de le dire, donc je le dis pour les crêpes. Certains ici la connaissent. Donc voilà, non, c'est un joli moment de rencontre. Et puis, j'oublie pas pour tous celles et ceux qui sont disponibles. Vendredi matin, 2000 mômes dans les courses scolaires, c'est un moment magique. Parce que c'est notre conception à Alonne du sport qui allie à la fois le sport pour toutes et tous, le sport loisir, le sport élite, et surtout, et puis également Claudine qui s'entraîne depuis maintenant 6 mois, vous appelle à participer dimanche matin à 10h30, je crois. 10h30 au bol d'air. De nombreux élus y sont déjà inscrits. Donc sous la houlette de Camille qui est notre coach. Donc je vais vous dire qu'on en bave depuis quelques semaines. Donc venez nombreux et nombreux parce que, je le dis, forme avec le sourire dans une société qui est quand même pas toujours agréable, qui est compliquée, qui est parfois où ça fracture. Et bien se retrouver dans ces moments sportifs grâce à la mobilisation de dizaines et dizaines de bénévoles, prenons un bon moment dans cette fin de semaine dans le parc Chaoué-Port-Bello. Bonne soirée, merci à vous.